Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Garder contact grâce à Google Classroom. Webinaire qu'on donne, ça fait, mon Dieu quoi, 5 semaines environ. On est à la 5e semaine, si je ne me trompe pas. Des webinaires qui sont toujours différents aussi parce qu'on le modifie, on le bonifie. On essaie toujours d'être le plus efficace possible. Et c'est d'ailleurs la dernière version du webinaire qui est déposée sur le site web webinaire. Et puis, quand je dis nous, je parle de Maryse Rancourt, donc CPTIC depuis plusieurs années à la Commission scolaire de Laval. Il y a Patrick Fleury aussi qui est présent, qui se fait un peu discret, mais CPTIC également depuis plusieurs années. Puis finalement, il y a moi, Mélissa Gendron, nouvellement conseillère pédagogique, pas TIC, mais plutôt transversale parce que j'ai des dossiers un peu plus macro. Dans le sens où je ne suis pas associée à une discipline, puis je n'ai pas seulement l'éthique. J'ai entre autres les analyses de demande 3810, puis tout ce qui est le dossier outils d'aide technologique. Ça, ce sont nos dossiers. Contenu du webinaire, pourquoi Classroom? Donc, je vais vous présenter un tableau qui compare, dans le fond, quand on utilise une plateforme d'environnement numérique d'apprentissage, puis quand on n'utilise pas. Puis en même temps, ça va vous donner plein d'idées de ce qu'on pourrait faire avec Classroom. Communiquer des informations à vos élèves, réutiliser un post, une publication pour d'autres groupes. Puis ça, vous allez voir, c'est franchement utile comme petite fonctionnalité. Suivre les travaux des élèves. Il y a une nouveauté surprise qui est plus tant une nouveauté surprise. Dans le fond, Maryse, on pourrait le changer, ça, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on a vu ça. L'auto-formation des élèves, l'archivage de cours, puis finalement, votre période de questions. Peut-être juste, Mélissa, spécifier que ce webinaire-là, il est à titre de complément à notre parcours de formation initial qui est sur notre site web. Donc, on suppose que vous avez écouté les capsules pour démarrer Classroom. Alors, on vient vraiment ici complémenter. Si vous n'êtes pas familier du tout avec Classroom, ce webinaire-là n'est pas une introduction à Classroom. C'est vraiment vous connaissez l'outil de base, vous en avez pris connaissance, vous avez probablement créé vos premiers cours, vous commencez à patauger dedans. Et là, on vous offre des fonctionnalités qui vont un peu plus loin et on va surtout répondre à vos questions. Donc, Classroom, ce que on appelle ça un ENA aussi, là, Environnement numérique d'apprentissage. On en a d'autres à la Commission scolaire de Laval. Entre autres, il y a Office 365 qui pourrait être utilisé, dont Teams. On a une préférence, par exemple, pour Google Classroom, là, due à son efficacité puis à sa facilité d'utilisation. C'est pour ça qu'on en fait quand même un peu plus la promotion à la Commission scolaire de Laval. Donc, des exemples d'utilisation du numérique en classe. Puis là, dans le fond, ce qu'on présente ici, oui, on est centré sur Google Classroom, mais ça pourrait être applicable à tout autre environnement numérique d'apprentissage. Donc, qu'on ait un environnement numérique ou pas, proposer des vidéos, des sites web à ses élèves, c'est toujours possible de le faire. C'est juste que quand on n'a pas, par exemple, Classroom, en classe, là, il faut écrire l'adresse au long, puis que l'élève le recopie sans faire d'erreur dans son agenda. Tandis qu'avec avec Classroom, c'est beaucoup plus rapide là, de partager. On peut toujours faire des quiz en classe aussi, même si on n'a pas d'environnement numérique. On peut faire des caouts, des socratives. On pourrait faire aussi Plickers, là, qui est le système de carton. Dans le fond, les élèves lèvent des cartons, puis nous, avec notre iPad ou notre appareil numérique, on scanne les réponses des élèves. On peut le faire. Donner des activités de révision pour la maison, comme des quiz interactifs qui vont être autocorrigés en entier ou partiellement. Ça, c'est vraiment un environnement, c'est Classroom là, qui peut faire ça de façon très efficace. Donner accès à des présentations d'un cours, que ce soit sous forme de vidéo ou sous forme de PowerPoint et de Google Slides. Super facile. Partager des corrigés, donner des consignes aux élèves. Puis là, encore une fois, des consignes, ça peut être des consignes qu'on va écrire dans la boîte instruction là, de nos devoirs. Ou aussi, si nos consignes sont trop longues, on peut toujours prendre un appareil. Bon, je viens de voir que
ma lampe de poche était ouverte, ma lampe. Mais bref, on peut prendre son téléphone cellulaire ou son iPad, puis on peut se filmer en train de donner nos consignes, puis en même temps, on donne des exemples. Puis des fois, c'est un peu plus facile pour les élèves, surtout nos élèves qui ont de la difficulté en lecture, d'avoir en plus un support audio ou vidéo qui, pour donner les consignes, ça peut être aidant. Super facile encore, une fois, à ajouter dans Classroom. Demander à un élève de nous remettre un travail. C'est super facile là, parce qu'on peut, admettons qu'on n'a pas de consigne, que l'élève doit juste déposer son travail. On a juste à créer un devoir, dépôt du projet sur le roman, par exemple. Et là, les élèves vont juste télécharger, dans le fond, leur travail dans ce devoir-là. Puis vous, vous avez tout à un endroit. Puis c'est super pratique, super facile. Donner un exercice, peu importe le type d'exercice, que ce soit un rapport à rédiger, une question à développer, puis ce qui est le fun, un texte à écrire, peu importe la matière, français, univers social, éthique et culture religieuse, ça se fait en 3 clics. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on peut suivre la progression des travaux en ligne en temps réel. Alors même si, puis ça, vous l'avez vu dans les vidéos, là, mais même si l'élève n'a pas remis son travail, moi, comme prof, je peux quand même entrer dans son travail puis je peux déjà lui donner des commentaires, lui faire des recommandations. Finalement, il y a la dernière chose, non, excusez, c'est pas finalement. Avant finalement, c'est faire le suivi des travaux avec des outils de rétroaction et d'évaluation. Donc, rétroaction, il y a déjà une vidéo qui est disponible sur notre site web là, dans le parcours d'auto-formation des enseignants. J'ai trouvé une nouvelle fonctionnalité aussi, une nouvelle extension. Là, je pourrais peut-être vous en parler rapidement tantôt pour donner de la rétroaction vocale. Puis pour l'évaluation, sachez qu'on a toute une page, là, toute une section qui s'en vient là, sur l'évaluation. Je travaille avec Mélanie Ducharme, qui est conseillère pédagogique transversale aussi, mais qui s'occupe spécifiquement de l'évaluation. Donc, on va mettre des choses en place là, également sur notre site web là, pour vous soutenir parce qu'on le sait que c'est un souci qui est quand même assez présent dans les milieux, là. Finalement, donner la possibilité aux parents d'être informés des travaux puis des échéances. Dans Google Classroom, on peut ajouter des tuteurs associés à un élève. On peut aussi faire en sorte que ces tuteurs-là reçoivent des résumés. Puis il faut que vous sachiez, par exemple, que les tuteurs, les parents n'ont pas accès à Google Classroom. Là. Tout ce qu'ils ont, c'est un résumé de ce qui a été fait durant la semaine. Puis si vous avez des travaux de planifiés pour la semaine suivante, bien, il y a aussi les travaux qui s'en viennent avec les dates d'échéance. Puis si, par exemple, leur enfant a un travail qui a été remis en retard ou qui n'a pas été remis du tout, bien, ça leur indique également. Mais il n'y a pas de détails sur les tâches, il n'y a pas de... Les notes n'apparaissent pas non plus. C'est vraiment juste pour que le parent sache c'était quoi les travaux à faire, si ça a été fait, puis qu'est-ce qui s'en vient. Ça fait pas mal... c'est à ça que sert le résumé. Sur notre site web, il y a une vidéo Qu'est-ce que Classroom? Donc, une vidéo explicative. Vous pouvez réutiliser cette vidéo-là pour l'envoyer aux parents. Si jamais vous n'avez pas encore fait ce premier contact-là avec vos élèves, c'est toujours intéressant de montrer aux parents, puis aussi aux élèves, là, évidemment, mais aux parents, leur montrer, voici ce que c'est Classroom, voici pourquoi on a décidé de l'utiliser. Puis en même temps, plus vous allez informer les parents par rapport aux outils qui sont utilisés par leur enfant, plus il y a de chances que le parent soit en mesure d'aider ou de soutenir son enfant. Surtout si vous êtes au primaire. On a un parcours d'auto-formation destiné aux élèves que vous pouvez réutiliser, l'envoyer aux élèves. Mais au primaire, vous pourriez aussi envoyer ce parcours-là aux parents pour que le parent puisse soutenir puis encore une fois accompagner son enfant dans l'utilisation de Google Classroom. C'est sûr que pour les premières années, deuxième année du primaire, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'ils ne sont pas très habiles pour lire et tout ça. Fait que si vous décidez d'utiliser Classroom, c'est surtout le parent qui va l'utiliser. Encore une fois, je spécifie que le parent ne peut pas se connecter à un Classroom avec son adresse personnelle. Là, il faut vraiment que ce soit l'adresse courriel de l'élève avec son mot de passe aussi de BV.
Mais c'est ça. Fait que, c'est plus les parents là, qui vont l'utiliser avec leur enfant. À partir de la 3e année primaire, on juge que l'enfant est capable quand même de s'en tirer là, dans Google Classroom avec un support peut-être un peu moins important de la part des parents. Communiquer avec ses élèves. Donc, Google Classroom est super intéressant justement pour la communication avec les élèves. On a plusieurs enseignants qui nous ont demandé, ben là, j'ai essayé d'envoyer un courriel à mon élève à partir de Classroom, puis ça ne fonctionne pas. En effet, ça ne fonctionne pas parce que vous avez peut-être remarqué que dans toutes les applications Google, vous n'avez pas Gmail. Okay? Le Gmail est barré. Puis quand on est dans Classroom puis qu'on essaie d'envoyer un email à notre élève, bien, c'est Google Classroom, dans le fond, essaie d'envoyer un email à l'adresse Gmail de l'élève, puis il n'y en a pas. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Cependant, si par exemple, vous dites, moi, je veux envoyer un message à un seul élève, et là, je vais sortir de mon PowerPoint, de mon slide, là, je vais vous montrer, pas dans celui-là, dans celui-là. Vous pourriez, au lieu d'envoyer un courriel à votre élève, vous pourriez passer par le flux. Oups, pardon. Et là, vous envoyez votre message à votre élève, peu importe le message. Et au lieu d'envoyer au groupe entier, bien, vous allez venir décocher tous les élèves, puis vous allez envoyer à un seul élève. T'sais, on le voit ici que le message est pour un seul élève. Et chaque fois que vous envoyez un message dans le flux ou que vous envoyez un travail ou une documentation dans la section travaux et devoirs, il y a toujours un courriel qui est généré pour avertir l'élève. « Hey, ton prof a publié un message dans le flux. » Puis des fois, ça donne même un aperçu. Ou quand c'est un devoir, il y a un courriel qui est envoyé à l'élève, à tous les élèves ou à un élève, là, dépendamment de ce que vous avez fait, là, à qui vous avez attribué le devoir. Mais ça leur envoie une notification. Tu as un devoir qui a été publié dans ton cours de français. Clique ici pour le voir. Donc, on n'a pas tant besoin d'envoyer de courriel aux élèves parce que dès qu'on publie dans Classroom, il y a une notification courriel qui est envoyée. Donc, ça, c'est un avantage. Là. Ici, j'ai modifié un peu parce qu'avant, je parlais des commentaires privés, des commentaires privés, des commentaires au groupe. Maryse en parlera un peu après quand elle va vous montrer l'interface de l'élève. Puis c'est surtout que dans les vidéos, dans les tutoriels, j'en ai déjà parlé. Donc, je trouvais ça pertinent de vous montrer organiser mon contenu dans Classroom. Parce qu'en temps normal, comme prof, ce que je faisais, et là, je vais l'ouvrir, par exemple, là, pour vous montrer. Ah non, je ne l'ai pas, c'est dans un autre. En tout cas, c'est pas grave. C'est que comme prof de français au secondaire, mes sections, là, mes thèmes, dans la section travaux et devoirs, les thèmes que j'utilisais, c'était, bon, par exemple, grammaire, lecture, écriture. J'avais aussi généralement une thématique ressources. Donc, les ressources, c'était toutes les ressources qui me serviraient, qui serviraient à l'élève tout au long de l'année scolaire. Un hyperlien vers un dictionnaire en ligne, mon cahier de notes de cours que je faisais maison, là, que je déposais en PDF. Donc, ça faisait en sorte que l'élève, il ne pouvait pas me dire, ben madame, j'ai oublié mon devoir, j'ai oublié mon cahier, je ne peux pas faire mon devoir. Le cahier était toujours disponible là, dans Classroom. Là. Fait que les élèves, c'est soit qu'ils s'imprimaient la page à faire ou sinon, ils le faisaient dans leur cahier ou sur une feuille mobile, peu importe. Donc ça, vous pouvez quand même procéder de cette façon-là encore en temps de semi-confinement. La seule chose, puis tu sais, au primaire, les thématiques pourraient être français, mathématiques, univers social. La seule chose, parce qu'en confinement, bien, avec la situation actuelle, on va quand même publier beaucoup de choses dans Classroom. Puis là, si je me mets à déposer mes travaux, un en français, un en maths, un en univers social, c'est un peu pêle-mêle. Les élèves, ça peut être difficile de se retrouver. Donc, ce que je vous proposerais davantage pour la section actuelle, pour la situation actuelle, c'est de procéder par semaine de travail.
Puis, tu sais, là, je fais juste une suggestion, là, vous la prenez si elle vous plaît, puis sinon, c'est pas grave. Mais les semaines, en fonctionnant de semaine en semaine de travail, dans le fond, tout ce que mon élève a à faire cette semaine, ben ça apparaîtrait ici. Puis là, pour différencier les matières, ben j'ai ajouté entre crochets le nom de la matière, tu sais, mathématiques. En français, j'ai scindé, là, lecture, écriture. Fait que comme ça, au moins, l'élève sait que, tu sais, tout ce qu'il a à faire, c'est là. Là, vos élèves vont peut-être avoir des travaux à faire dans leur cahier d'exercice s'ils ont eu la chance de récupérer leur matériel. Puis là, vous avez deux options, dans le fond, qui s'offrent à vous. Ça va être de soit créer un devoir, puis votre devoir, ben, ça va être tout simplement de dire, ben, c'est dans ton cahier d'exercice, je ne sais pas moi, mathémo, ben, tu dois faire les pages une telle à une telle. Puis c'est ça le devoir. Alors, puis là, ça apparaîtrait ici. L'élève, il peut cliquer sur J'ai terminé le devoir, même s'il n'y a rien à mettre, il clique sur J'ai terminé le devoir. Puis, ce que ça va faire, c'est que là, vous voyez que tous mes travaux sont en orangé, mais l'élève, quand il remet un devoir, ça devient en grisé. Fait que ça lui indique que cette tâche-là a déjà été faite. Une autre façon de procéder, si vous ne voulez pas ajouter un devoir qui serait à faire dans un cahier dans Classroom, vous pourriez fonctionner avec un plan de travail. Donc, c'est le plan de travail de la semaine. Celui-ci, moi, je l'ai complété à la main, juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de tout faire à l'ordinateur. Il y a des choses qu'on peut faire à la main, puis j'ai tout simplement pris en photo mon document. Donc, je l'ai complété à la main. Puis là, vous voyez que où le trouver, ben, j'ai mis des trucs dans Classroom. Puis là, ben, exercice page 41 à 43, c'est dans ton cahier de maths. Fait que l'élève pourrait décider de s'imprimer cette feuille-là à la maison, puis de raturer quand son travail est fait. Ça pourrait être une façon de fonctionner aussi. Autre chose, c'est pas ça que je voulais faire. Autre chose que je voulais vous montrer aussi, parce que là, de plus en plus, on va commencer à envoyer, par exemple, des capsules vidéo à nos élèves. Les capsules vidéo, c'est intéressant quand les élèves peuvent être dans l'action. C'est pas juste de regarder une capsule vidéo puis ça finit là. Donc, moi, je vous propose deux façons. Ce que je faisais quand j'étais prof, c'était par exemple ici, capsule sur l'accord du participe passé. C'est que j'utilisais un Google Slide. Parce que ce qui est le fun dans Slide, c'est que je peux intégrer une vidéo, contrairement à Google Doc. Donc là, l'élève, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié mon format de page dans la mise en page. Je l'ai mis en 8,5 11 pour que ça fasse vraiment une page. Et puis, j'ai inséré ma vidéo. Puis, en dessous, j'ai un tableau, ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas compris. Alors, l'élève regarde sa vidéo. Là, on peut grossir là, cette fenêtre-là pour que ça prenne tout l'espace. Mais l'élève regarde sa vidéo, puis là, il fait un résumé de ce qu'il a compris. Puis après ça va l'aider à cibler davantage ce qu'il n'a pas compris. Puis vous, ben, dans votre section travaux et devoirs, vous allez pouvoir aller voir les réponses des élèves. Puis en même temps, ça vous indique qui a regardé la vidéo. T'sais, ça laisse des traces, là, puis qui ne l'a pas regardé. Puis, ça vous permet également de préparer vos interventions pour le cours prochain. Quand vous allez revenir sur la théorie, s'il y a la majorité des élèves qui n'ont pas compris X partie de notion, bien, vous savez qu'il faut que vous mettiez l'emphase là-dessus. Une autre façon aussi, puis ça, j'y ai pensé cette semaine, en fait, puis je trouvais ça pas mal cool, c'est d'utiliser Google Formulaire. C'est où? Capsule les fractions simples. Donc, d'utiliser un Google Formulaire avec sensiblement les mêmes questions. On peut, dans un Google Formulaire, intégrer une vidéo. Donc, la vidéo est là. J'ai mes deux questions, ce que j'ai compris de la vidéo, ce que je n'ai pas compris de la vidéo. C'est deux questions à réponse longue. Et puis, à la fin, j'ai rajouté, tu te sens à l'aise de faire des exercices sur les fractions simples de façon autonome. 1 étant pas du tout, 5 étant vraiment. Les élèves, d'habitude, là, sont quand même assez bons pour se positionner là, face à leur habileté relativement à une matière. Fait qu'encore une fois, ça, ce qui est le fun, c'est que dès que les réponses rentrent, bien, encore une fois, vous allez avoir toutes les réponses des élèves. Vous allez encore une fois pouvoir orienter avec un peu plus de précision peut-être là, vos interventions en lien avec la matière qui a été vue ici en classe inversée. Parce que c'est une nouvelle matière qu'on donne en vidéo. Puis après ça, nous, avec les élèves, on regarde,
on ajoute des exemples, on fait des exercices avec eux. Là, on appelle ça de la classe inversée, dans le fond. Alors, ça, c'est deux choses, deux façons là, de fonctionner là, que je trouve intéressantes de vous présenter dans Classroom. Ensuite, pardon, la fonction réutiliser un post. Réutiliser un post, c'est super pratique, surtout quand vous vous trompez. Quand vous vous trompez, que vous publiez un devoir que vous vouliez originalement envoyer une copie par élève et que vous vous trompez, vous avez fait, par exemple, seulement consultable ou au contraire, vous avez indiqué que le document est modifiable par tous les élèves. Fait que là, finalement, tout le monde écrit dans le même document. Je vais vous montrer comment régler ce petit problème-là. Aussi, réutiliser un post, ça nous permet d'aller fouiller dans nos autres groupes, dans nos autres cours plutôt, pour lesquels on est enseignant. Donc, on peut réutiliser des activités qui ont déjà été publiées. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on peut faire. Si j'ai un devoir ici, donc je crée un devoir. Et là, j'ai mon titre, peu importe mon titre, j'écris n'importe quoi. Mes instructions, j'écris n'importe quoi. Et là, je veux ajouter un document. Je vais procéder avec Google Drive. Bon, je vais prendre celle-là. Donc, ajouter. Donc là, mon intention, c'est que les élèves puissent faire que chacun puisse écrire dans sa propre copie. OK? Mais admettons, puis je vous le dis, ça va vous arriver, ça arrive à tout le monde, au moins 5 fois, je dirais. Donc, je me suis trompée, j'ai publié mon devoir. Puis là, ben, les élèves me disent Madame, ça ne fonctionne pas, j'essaie d'écrire dans le document, puis je ne suis pas capable. Là, vous allez voir là, que si je reviens modifier mon devoir, l'option de faire une copie par élève, elle est plus disponible. OK? Là, j'ai écrit n'importe quoi, mais quand on a une série de consignes, qu'on a une vidéo qui est jointe à ça, plus une ressource Internet, ça ne nous tente pas de tout réécrire ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que je vais le garder ici, ce devoir-là, mais dans Créer, je vais venir réutiliser un post. Réutiliser un post, là, ça me permet de réutiliser un devoir ou une documentation, peu importe, qui se trouve dans n'importe quel cours de mon Google Classroom, des cours qui sont actifs en ce moment ou des cours qui sont archivés. Maryse va revenir sur les cours archivés plus tard dans la présentation. Et il y a même les cours qui sont programmés. Donc, on n'a pas encore publié. On a également accès à ces cours-là. Donc, un cours qui n'aura pas été encore affiché pour les élèves, mais qu'on a programmé, on va pouvoir aussi le réutiliser. Puis, admettons que, ce qui est le fun, c'est que si, par exemple, vous êtes 5 profs de maths dans une école, puis que vous êtes tous enseignants dans le cours de maths des autres profs, bien, vous pouvez aller réutiliser un devoir dans leur cours. Bon, s'ils veulent, il faudrait peut-être leur demander s'ils sont d'accord, mais alors, vous allez pouvoir réutiliser un post dans leur cours à eux. Donc, si je reviens ici, vous sélectionnez votre classe. Donc, vous voyez que j'ai accès à pas mal de cours, des cours qui sont actifs, puis des cours ici qui sont indiqués comme archivés. Alors, là, je reviens à mon problème, c'est que j'ai créé un devoir et puis je peux pas me faire une copie par élève. Alors, je reviens dans mon cours qui est français 00, groupe 00. J'ai le devoir qui est mal construit. Je clique dessus, je le réutilise. Et là, ça fonctionne toujours de la même façon. Dès que je réutilise un post, il s'ouvre en brouillon. Alors, je peux le modifier. Je peux modifier le titre, je peux modifier les instructions, je peux modifier à qui je l'envoie, le nombre de points que j'alloue si je veux en allouer, parce que je pourrais dire que je ne veux pas de notes, la date limite, la thématique. Je peux ajouter des pièces jointes aussi. Puis, je peux faire une copie par élève finalement. Donc, c'est de cette façon-là qu'au lieu de me retaper toute la construction de mon devoir, je vais juste pouvoir modifier, faire une copie par élève, je le publie et là, mon petit problème là, va être réglé. La seule chose qui va me rester à faire, c'est d'aller supprimer la publication ancienne qui est erronée dans le fond. Donc, celle-là, je peux la supprimer. Alors oui, je veux la supprimer. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, réutiliser un post. Ça, c'est pour les travaux et les devoirs. La même fonction est disponible dans le flux.
Donc, par exemple, si l'année passée, j'ai un message d'accueil qui souhaite la bienvenue à mes élèves en début d'année, nanana, puis je veux réutiliser cette annonce-là parce qu'elle était bien construite, puis ça ne me tente pas de la réécrire au complet. J'ai ici les petites flèches, réutiliser le post. Et là, j'ai accès encore une fois à tous mes cours actifs, cours archivés, mais seulement ce que j'ai publié dans le flux. Donc, si je viens cliquer sur un autre cours, j'ai mon mot de bienvenue ici que je veux réutiliser. Encore une fois, il s'ouvre en brouillon. Donc, si je veux le modifier, si je veux ajouter des pièces jointes, etc., je peux le faire. Je peux le programmer pour plus tard aussi ou je peux tout simplement l'enregistrer comme brouillon si je ne suis pas prête à le publier. Alors, ça, c'est pour la fonction réutiliser un post. Suivre les travaux d'élèves, je ne vais pas élaborer là-dessus, juste vous rementionner, parce que je l'ai dit tantôt, dans le fond, là, on peut donner beaucoup, beaucoup de rétroaction aux élèves. Il y a une vidéo là-dessus dans la section de le parcours d'auto-formation pour les enseignants. Ce qui est le fun, c'est qu'on a accès en temps réel. Les élèves voient tout. Je vais juste vous montrer également, puis ça, je n'ai pas fait de vidéo encore là-dessus. C'est une extension qui s'appelle, elle est juste ici, ça s'appelle Talk and Comment. Donc, c'est une extension que vous pouvez vous procurer à partir du Chrome Web Store, Talk and Comment. Puis là, si vous voyez à droite ici, j'ai un petit micro qui apparaît quand elle est active. Et quand je clique dessus, là, vous voyez que l'enregistrement est démarré. Donc, je donne ma rétroaction vocale sur un travail d'élève. Ça fonctionne dans Google Slides, ça fonctionne dans Google Docs, ça fonctionne même sur Facebook. C'est vraiment le fun. Et là, quand je clique sur mon crochet parce que j'ai terminé mon message, là, on voit ici que ça roule. J'en demande peut-être beaucoup à mon ordinateur vu que je suis en visioconférence, partage d'écran. OK, je l'ai. Donc, on vous dit, le lien de la note vocale est automatiquement copié. On peut la coller où on veut. Donc, moi, je pourrais venir, par exemple, juste ici dans mon slide, m'ouvrir une boîte de texte. Je viens coller ma note. Oups. Bon, juste ici. Et là, on voit que j'ai un lien qui s'est créé. L'élève a juste à cliquer là-dessus, puis il va avoir accès à ma note. Je ne vais pas le demander à mon ordinateur là, parce qu'il va, il va capoter, mais on pourrait aussi ajouter, je pourrais, au lieu de faire ça, là, ajouter une image qui veut dire, j'ai un commentaire audio, quitte à ce que ça soit un petit haut-parleur, puis dans le fond, on vient, au lieu que ça soit le site web, le site web pas cute, dans le fond, qui apparaît, bien, que l'élève sache qu'il faut qu'il clique dessus puis il va avoir accès. Dans le fond, on vient insérer un lien. Alors, ça, c'était mon petit ajout, là, parce que j'ai découvert ça hier soir. C'est vraiment le fun. Ensuite, autre fonctionnalité, quand même, ça, c'était notre nouveauté qui, en fait, c'est plus tant une nouveauté parce que ça fait 2 semaines, là, mais c'est Google Meet. Donc, nous, on l'a déjà activé ici. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Puis après ça, je vais vous montrer où l'activer. Donc, j'ai un lien Meet ici qui apparaît. Puis, dans Travaux et devoirs, j'ai aussi un autre lien Meet. C'est la même chose. C'est que dans le fond, dans un Google Classroom, il y a dans un cours, il y a une salle de visioconférence Meet qui est générée. Puis, ce qui est le fun, c'est que, par exemple, si vous donnez rendez-vous à vos élèves, vous dites, par exemple, dans le flux, cette semaine, nous avons une visioconférence, je ne sais pas moi, à 11 h jeudi. Je vais répondre à vos questions sur les fractions simples, par exemple. Assurez-vous d'avoir lu votre devoir, d'avoir regardé la capsule vidéo, etc., etc. Et puis, dans le fond, les élèves, jeudi à 11 h, ils ont juste à cliquer sur ce lien-là, puis pop, ils arrivent dans votre salle. Puis si l'élève essaie de se connecter alors que vous n'êtes pas en ligne, ça ne fonctionnera pas. Dans le fond, la salle est juste active quand un enseignant a démarré la visioconférence. Ça, c'est vraiment le fun, même quand vous allez avoir des élèves, si vous êtes au primaire, vous allez avoir des élèves en présentiel ou à la maison. Vous pourriez quand même avoir démarré un meet avec vos élèves à la maison. Puis, vous vous placez devant la caméra, ils voient au tableau ce que vous écrivez ou, bref, c'est quand même super pratique. Là. Il n'y a pas de code à envoyer ou quoi que ce soit.
Pour activer cette fonctionnalité-là, il faut juste que vous alliez dans la petite roue dentée, ici. Vous avez les informations sur le cours. Ensuite, dans la section générale, là, c'est sûr que moi, il est déjà activé, mais Meet, on va vous demander, ça va vous demander, il y a comme un bouton là, à droite qui est générer un code Meet ou générer, en tout cas, quelque chose dans ces eaux-là. Et puis ensuite, il faut juste ouvrir pour que ça soit visible par les élèves. Fait que c'est juste ça qu'on a à faire. On clique sur enregistrer et puis ça prend généralement, ça prend même pas quelques minutes. C'est une question de secondes. Le lien Meet apparaît tout de suite, puis la salle, elle est disponible. Alors, belle fonctionnalité. Il faut savoir, par exemple, que si vous êtes habitué d'utiliser Zoom, Meet c'est quand même pas comparable à Zoom, là, dans le sens où Zoom nous offre tellement de fonctionnalités, on a tellement de contrôle sur les élèves, on peut leur bloquer le partage d'écran, chose qu'on ne peut pas faire dans Meet. Il y a quand même pas mal de choses. Si on veut que les élèves lèvent la main ou qu'on veut voir tous nos élèves en espèce de petites cases qu'on appelle un grid view, ça, c'est des extensions qu'on doit s'ajouter, qu'on doit venir ajouter. Maryse a fait des tutoriels. D'ailleurs, je vais lui passer la parole parce que elle pourra sûrement vous parler un peu plus des tutoriels. Puis en même temps, elle va vous montrer que quand tu es élève puis que le prof n'est pas en ligne, tu ne peux pas rentrer dans la visioconférence, dans Meet. Et puis après ça, je pourrais en démarrer une, puis elle va vous montrer, dans le fond, le visuel là, pour l'élève. Alors, Maryse, je te passe le flambeau. Yes, madame. Donc, moi, je fais juste te dire que, Mélissa, j'ai une petite surprise. Oui. Pendant que tu travaillais fort, moi aussi, je travaille fort. Hein, juste écouter, t'es bien bonne, là, mais j'ai aussi produit des nouvelles diapositives dans notre présentation qui va vous OK. être transmise aussi à la fin de la rencontre. Hein. Tout ce qu'on vous présente présentement, le document, tout ça, avec les hyperliens, donc vous allez y avoir accès. Alors, simplement vous dire que dans notre visio Meet, ce qui est là à la base, Mélissa en a parlé de quelques points. Moi, je rajouterais que les élèves et vous pouvez partager votre écran. Donc, cette possibilité-là, elle est là par défaut et vous ne pouvez pas désactiver ce partage-là, contrairement à Zoom. Également, vous pouvez bloquer le micro des élèves, mais un seul élève à la fois. Donc, vous pouvez bloquer le micro. Puis, comme en classe, les élèves peuvent le réactiver s'ils le souhaitent. Ceci dit, si vous êtes tanné, vous pouvez définitivement retirer un élève de la visio, évidemment. Donc ça, ce sont des questions qui nous sont parfois demandées. Également, dans Google Meet, j'ai créé une section Aller plus loin. Et dans cette section-là, là, il me reste quelques hyperliens à entrer, là, mais vous pouvez en fait installer des applications, des extensions Chrome qui vont vous permettre des fonctionnalités vraiment le fun, comme notamment voir tous nos élèves dans une vue grillagée, là, vraiment, donc voir toutes les miniatures de vos élèves en une seule vue. Donc, ça s'appelle Google Meet Grid View. Donc, c'est à ajouter à Chrome, c'est dans le Chrome Store et les liens ici vont être cliquables et ça va vous mener directement dans le Chrome Web Store. Également, vous allez pouvoir, si vous partagez votre écran avec vos élèves, mais que vous voulez aussi voir leurs binettes en même temps, les voir, vous allez pouvoir scinder votre écran en deux avec l'extension Dualess. Et puis, la dernière extension dont je vous parle, est très intéressante, c'est pour pouvoir, en fait, lever la main. Donc, dans Meet, par défaut, on ne peut pas lever notre main quand on a des questions ou faire un pouce en l'air, etc. Mais vous pouvez ajouter ces émoticônes-là en installant l'extension Node NOD. Et encore là, il manque l'hyperlien. Là, j'étais rendue à mettre les hyperliens. Donc, ça va être fait d'ici à ce que je vous envoie le tout. Parce que vous allez recevoir cette documentation-là par courriel suite à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, ça va être probablement demain que je vais vous envoyer ça, ainsi que le lien vers la vidéo d'aujourd'hui avec tout ce qu'il vous faut pour aller plus loin. Donc, prenez pas trop de notes. Tout va vous être envoyé demain. Ça, c'était pour mon petit complément. Ensuite de ça, moi, je veux en fait vous démontrer, vous présenter l'interface de l'élève.
Vous savez peut-être ou peut-être pas que nous avons mis en ligne également sur notre nouveau site web une auto-formation en 17 minutes pour les élèves. Parce que, bon, Google Classroom, on le démarre comme enseignant, on se l'approprie, mais les élèves, eux, comment se l'approprient-ils puisque vous n'êtes pas là pour leur montrer, évidemment. Donc, c'est très simple, on peut leur envoyer cette petite vidéo-là. C'est dans la section, bien sûr, dans notre trousse numérique CSDL enseignant, toujours dans l'enseignement à distance. On a une section Google Classroom et dans cette section-là, on nous présente ce que c'est en 1 minute et par la suite, on a l'auto-formation pour les élèves. Alors, le parcours va être ici. Donc, vous pourriez très bien prendre le lien de cette auto-formation-là et l'envoyer aux élèves. Donc, si on arrive sur le lien d'auto-formation des élèves, je peux venir copier mon lien en haut tout simplement et l'envoyer aux élèves. Alors, il y a la procédure pour se connecter. Donc, il y en a une vidéo puis il y en a une écrite. Il y a également par la suite une section changer de compte Google sur un iPhone et iPad. Ça, j'attire votre attention là-dessus parce que les élèves souvent vont s'installer Classroom sur leur appareil numérique, ce qui est génial. Mais si jamais ils doivent changer de compte, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins intuitif, disons, là, s'ils avaient un compte personnel, par exemple Google, puis qu'ils essaient de se connecter à votre Classroom, ça ne marchera pas, il faut qu'ils se connectent sur leur compte CSDL. Donc, comment changer de compte sur un appareil Android et iPad? On a mis les procédures. Classroom, ça ressemble à quoi? Alors, 3 à 4 minutes où on présente l'interface de l'élève. Comment rendre mes travaux? Alors là, ici, ce que je vais vous présenter dans quelques secondes, c'est là. Et comment rendre un travail fait sur papier dans Classroom. Donc, votre élève peut très bien travailler dans son cahier d'exercice ou sur une feuille imprimée, peu importe, et il se filme en même temps avec son appareil et vous envoie ça via Classroom. C'est très, très simple. L'élève n'a pas besoin d'aller déposer sa vidéo sur YouTube, etc. Tout se fait par l'application Classroom sur son appareil personnel, que ce soit un iPad, un Android ou un iPhone, peu importe, ça fonctionne super bien. Donc, ça, ce sont de petites vidéos qui sont bonnes à savoir et à envoyer à l'élève. Alors, je vous présente l'interface d'un élève sans plus tarder. Donc, je bascule ici dans un vrai cours Classroom et c'est une vraie élève là, qui est connectée. Donc, on voit son compte ici. Et puis, l'élève, elle a ici donc un questionnaire, et là, on voit des grandes sections et on voit aussi qu'il y a certaines pastilles liées à des travaux qui sont bleutés ici et d'autres qui sont grisés. Donc, l'élève peut voir la différence entre un travail qu'il a terminé et remis versus, donc terminé et remis, pardon, ils deviennent grisés, hein, ils ont été faits et vus, alors que quand ça n'a pas été remis, terminé, ben ça apparaît encore en bleuté avec la couleur. Je vous montre ici un exemple de ce que l'élève peut faire en termes de questionnaire. Alors ici, l'élève va cliquer sur ce qu'il a à faire et il y a un aperçu du travail, mais on demande toujours à l'élève d'aller cliquer sur afficher le devoir parce qu'il se peut que certaines consignes ne soient pas visibles dans, la boîte ici. Si les consignes sont très longues, là, ce ne sera pas visible au complet. Donc, on va cliquer sur afficher le devoir et c'est le même contenu qui apparaît, mais vous voyez que la forme a changé. Et on voit surtout à droite, pour l'élève, la possibilité d'ajouter ou créer un document et de marquer comme terminé son devoir également lorsqu'il a, par exemple, ajouté ou créé ce qu'il fallait ou qu'il a rempli les conditions. On voit aussi que l'élève a une section ici où on lui donne des consignes. Ici, c'est un Google formulaire, donc l'élève va cliquer pour répondre dans le Google formulaire. Il a une section commentaires ajoutés au cours. Dans cette section-là, ce sont des commentaires que tous les autres élèves vont pouvoir voir également et auxquels les autres élèves pourront répondre. En dessous, ici, il va se créer comme un fil de discussion visible pour tous les élèves. Et ça a trait, bien sûr, seulement à ce devoir-là. Et donc, les élèves doivent cliquer sur ce devoir-là pour voir les commentaires ajoutés au cours. Ça pourrait être des questions d'ordre un peu plus général sur le devoir, par exemple. Souvent, les élèves, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont se répondre entre eux. Donc, ils ont des questions et vous n'aurez pas à intervenir. Là, les élèves ils sont très rapides là-dessus. Si par contre, comme élève, je vais envoyer un commentaire à mon enseignant seulement, je vais utiliser la boîte commentaire privée. Alors là, je vais écrire Madame, mais là, j'ai quelque chose, mon chien a mangé mon devoir, ce qui est plus valide avec Classroom, soit dit en passant, et je vais envoyer le commentaire donc à seulement Mélissa à ce moment-là, là, qui est mon enseignante, et elle va pouvoir me répondre en dessous. Et il y a seulement mon prof qui va voir le commentaire et seulement moi qui va voir aussi le commentaire de l'enseignant. Donc ça peut être utile. Ici, donc, c'est un questionnaire. Alors, mon élève va ouvrir le questionnaire
qui s'appelle coronavirus, et va entrer son nom. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir tout à l'heure l'enseignant, si vous ne posez pas la question quel est votre nom, eh bien, quand va venir le temps de corriger un questionnaire Google Forms, on voit seulement les adresses courriels des élèves. Tu sais, 127 51 63 commercial cslaval.qc.ca, je ne sais pas que c'est mon élève qui a de la difficulté en lecture. Fait que peut-être que si je sais c'est qui, puis je vais tenir compte un peu dans l'évaluation de ses particularités à cet élève-là, ça va peut-être me permettre d'avoir des indices lors de ma correction. Ceci dit, un Google formulaire, ça sert évidemment à créer des formulaires qui peuvent être autocorrigés. Alors, je vois ici que certaines questions ont des points d'alloué. N'ayez crainte car vous, comme enseignant, vous pouvez choisir d'aller modifier ces points-là avant d'envoyer le résultat à l'élève, ou encore, vous pouvez décider que toutes les questions sont autocorrigées sans avoir besoin de ma correction comme enseignante et que les points peuvent être envoyés tout de suite après que l'élève a terminé son questionnaire. C'est vraiment selon ce que vous choisissez. C'est aussi le fait qu'il y a des questions qui peuvent être à choix de réponse. Bon, ça s'auto-corrige bien, disons, dans le système, mais il peut y avoir des questions à développement également. Alors, pour les questions à développement, bien là, c'est sur 5 points, par exemple. Alors, c'est bien que vous ayez la latitude d'aller vous-même attribuer les points. J'en dis pas plus là-dessus. Donc, l'élève, lorsqu'il a terminé de remplir son formulaire, il va pouvoir cliquer sur Envoyer. Et maintenant, ben, c'est écrit ici Afficher la note. Si je clique sur Afficher la note en tant qu'élève, je vois que j'ai eu 0 sur 17. C'est normal parce que c'est écrit score final en attente. Alors ici, c'est que mon enseignante, justement, a décidé, je ne t'envoie pas ta note tout de suite parce que moi, comme enseignante, je veux repasser à travers ton questionnaire pour aller ajuster les points. Et même les questions qui s'auto-corrigent, là, avec des choix de réponse que je mettrais bon ou pas bon, mais l'enseignante peut quand même aller à sa discrétion, ajouter ou enlever des points. Alors, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, si une certaine réponse est ambiguë puis que vous dites, ah ben moi, j'attribuerais bien un point sur deux plutôt que zéro, ben vous pouvez aller l'ajouter. Là, mon élève, il a terminé son questionnaire, parfait. Alors, quand le questionnaire est terminé, ici, on voit, regardez, vu que j'ai cliqué sur terminer, dans mon questionnaire, envoyer plutôt, là, le bouton à la fin, ça me dit que le devoir a été remis. Alors, le statut du devoir pour l'élève est là. Et si je voulais, je pourrais annuler la remise comme élève. Je peux toujours faire ça et remodifier mon devoir. Donc, ça, jusqu'à ce que l'enseignant l'ait corrigé et m'ait remis la note. Ça, c'était pour un devoir de type questionnaire. Maryse, fais juste regarder, j'ai répondu à ton commentaire privé, fait que si on regarde ça à Ah oui, droite, on voit que tout l'enchaînement de réponses là, pour l'élève, ça se trouve à cet endroit-là. Fait que c'est le fun pour l'élève là, de garder toutes ces traces-là. On pourrait mettre des hyperliens aussi pour aider l'élève vers une capsule vidéo ou autre. Là. ah, merci Mélissa d'avoir répondu si rapidement, madame. Donc, c'est pratique aussi pour nous, comme les enseignants, d'avoir sur notre appareil numérique personnel. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Là. Je sais que Mélissa, c'est ce que tu faisais quand tu enseignais avec Classroom, d'avoir l'application Classroom sur votre appareil parce que ça vous permet justement d'être très réactif avec des élèves qui ne comprennent pas certaines choses, certains devoirs, travaux. On ne vous dit pas de travailler à pu finir à l'extérieur de votre endroit de travail, là, vraiment pas. C'est à votre guise, selon vos souhaits, si ça vous tente d'allouer certaines minutes de votre journée, puis ça peut permettre là, justement à des élèves d'être beaucoup plus à jour dans leurs demandes, leurs besoins. Et donc, voilà, c'est un facilitateur. Ici, donc, c'est un Google Forms. Et là, je rebascule dans l'interface du prof parce que là, je suis connectée en tant que Maryse Rancourt, donc à ne pas confondre. Mon questionnaire ici sur la COVID, qui est un Google Form, quand je l'ouvre, moi, comme prof, qu'est-ce que je vois? Afficher le devoir. Bien, normalement, je devrais voir un aperçu de chaque élève, mais là, je ne vois aucun aperçu. Je ne peux pas cliquer sur les élèves même qui me l'ont remis. Et là, souvent, les profs nous demandent, bien là, il est passé où le Google Form? Bien, sachez que quand c'est un Google Form, il n'y a pas d'aperçu sur lesquels vous pouvez cliquer pour chacun des élèves, contrairement à un Google Doc ou un Google Slide, où là, chaque élève, vous allez voir le doc ou le slide en dessous. Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Donc, un Google Form, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Vu que c'est un formulaire, je dois vraiment aller ouvrir mon formulaire Google Form. Et c'est à l'intérieur de ce formulaire-là, là, je suis en mode, je
je suis en mode, pardon, visualisation. Donc, j'ai un crayon en bas à droite qui me permet d'aller basculer en mode édition pour pouvoir comme écrire dedans, là, changer mes questions, etc. Et quand je suis en mode édition, bien, on voit maintenant la différence. J'ai mes questions à gauche et j'ai un onglet réponse à droite. Donc, si je clique sur l'onglet réponse, je vois que j'ai 3 personnes qui ont répondu. Hein, je vois mes 3 réponses. Et ça va me permettre comme ça, si je vais en mode, je peux aller voir mes questions en mode résumé, chacune des questions à la fois avec toutes les réponses de chaque personne, ou encore je peux avoir une vue en individuel un seul participant avec toutes ses réponses à chacune des questions. Ici, à droite, j'ai aussi la possibilité de créer une feuille de calcul, donc avec tous les résultats pardon, des réponses, tous les résultats des questions. Ça créerait une espèce de... C'est comme un Excel, mais en format, un tableur de Google qui s'appelle Google Sheet. Donc, ça va créer ça ici. Si je regarde ici mon questionnaire, là, je vous disais tantôt, j'ai le résumé de l'élève, j'ai son numéro de fiche, je ne sais pas c'est qui. C'est pour ça que si je n'ai pas écrit c'est quoi ton nom, ben je ne sais pas qui je suis en train de corriger. En même temps, c'est super juste pour mes élèves. Si je ne sais pas qui je suis en train de corriger, je vais être très objective dans ma correction. Et là, je bascule comme ça d'un élève à l'autre. Ah, l'élève 2, il est ici. Hop, l'élève 3. Ah, l'élève 3, ça, je crois que c'est Léa. Alors là, je regarde, ben oui, c'est Léa. Puis je peux dire, ah, ben là, tu n'as pas eu la bonne réponse, mais finalement, moi, je juge que ça vaut 1 point. Puis je peux aller ajuster le pointage. Je peux aussi, donc, pour ma question à développement ici, lui dire comment elle se sent. Ben, je peux inscrire directement le pointage, comment je crois que ça vaut pour l'élève. Et quand j'ai terminé d'ajuster mes points, lorsque donc je suis satisfaite, en bas complètement, j'ai le bouton enregistrer. Donc, je vais enregistrer ma, ma, ma ma correction là, que je viens de modifier. Voilà. Et j'ai toujours ici, en plus, le bouton Publier les résultats. Donc là, je vois que mon élève Léa, 127, elle a 5 points sur 17. Je vais publier son résultat. Et là, je peux décider, est-ce que je publie les résultats pour tout le monde? Donc, je clique ici pour tous les répondants ou encore non, juste pour cette répondante-là. Je peux même mettre un message facultatif et je communique ensuite les notes par courriel. Donc, super, c'est terminé. Et voilà, mon résultat doit être publié. Attendez une petite minute. Voilà, communiquer les notes par courriel. Donc là, maintenant, mon élève, si elle revient, je vais rafraîchir la page pour actualiser le résultat. Ça prend quelques secondes, le temps que l'élève le reçoive. Ne vous en faites pas, c'est pas très long. OK, donc là, mon élève va avoir reçu son résultat. Mon Dieu, mais où est-il? Maryse, parce que là, tu as passé par. Tu pas importé tes notes dans Classroom. Ah oui, c'est Parce vrai, que. je le vois ici maintenant. Oui, c'est vrai, il faut que j'importe mes notes. Ouais. Merci. Alors là, j'ai remis le résultat, mais pour pouvoir voir pour que mes élèves les voient directement dans le Classroom et qu'ils ne soient pas obligés de retourner sur leur questionnaire, là, je dois revenir ici dans mon cours. Et maintenant, lorsque je suis dans mon groupe, dans mon voyons, ma publication questions sur la COVID, je ne suis pas obligée maintenant de passer par ici. J'ai déjà corrigé tous mes élèves. Alors là, une fois que j'ai corrigé tout le monde, bien, je peux faire importer les notes et elles vont venir s'importer ici à gauche. Donc, j'importe la note. Voulez-vous vraiment importer? Oui. Importation en cours. Parfait. Et là, on voit ici que Léa, elle a 5 sur 17. Donc, c'est la note en fait qui a été importée. Puis, je peux maintenant rendre toutes mes notes parce que comme ce n'est pas tout le monde ici là, qui a terminé, bien, mes élèves ici, je vois que les notes sont en brouillon. Ils ne les voient pas. C'est moi qui choisis de les rendre. Une fois qu'elles sont importées, les notes, je vais cliquer sur les rendre. Inquiétez-vous pas, au début, on a l'impression d'être un peu girouette, là, mais on le fait une fois ou deux, puis ça se fait très, très bien. Et là, maintenant, mon élève, j'ai vu tout de suite, vous voyez, ça vient de changer. 5 sur 17, je vois sa note. C'est là qu'elle voit sa note, c'est juste à gauche. Donc, elle n'a plus besoin d'aller entrer dans le formulaire. Et on voit aussi que le statut de son travail ici, il est noté. Donc, c'est pas juste il est remis, c'est il est noté. Donc, maintenant, tu as reçu ta note. Je reviens donc au groupe de mon élève. Donc, ça, c'était pour le formulaire. Il y a également ici des questions de type où on pourrait demander à l'élève d'envoyer ici une vidéo de son devoir. Alors là, si l'élève a une vidéo de son devoir à envoyer, lorsqu'il est sur Internet, sur son ordinateur,
il y a un bouton Ajouter ou créer pour joindre des choses. Puis l'élève, à ce moment-là, peut créer un doc de toute pièce ou un slide pour écrire, pour faire une présentation, un tableur, même un dessin pour vous envoyer. Mais il peut aussi, et là, on ne l'a pas parce que je suis sur l'ordinateur, mais si l'élève l'ouvre son devoir à partir de son appareil numérique, il va voir ici l'onglet Caméra qui va s'afficher, puis il va pouvoir soit prendre une photo ou une vidéo de son travail. Et à ce moment-là, ben, il choisit l'onglet Caméra, sa caméra ouvre, il filme son travail et par la suite, il clique sur remettre. Il va avoir un bouton en bas complètement de son écran remettre avec quand il fait stop là, pour l'enregistrement, remettre à l'enseignant et il va marquer comme terminé, ce qui va envoyer une vidéo à son enseignant. Donc ça, c'est très aidant pour les élèves qui travaillent plus papier ou des résolutions de problèmes en mathématiques. On va avoir accès aux processus mentaux de l'élève. Donc, c'est vraiment aidant. Il y a également bon, des travaux ici de lecture, mais juste pour vous montrer qu'on peut faire aussi, on peut aussi créer des questions toutes simples. Donc, ce n'est pas un questionnaire, c'est vraiment ce que je crée dans Google, c'est une question tout court et ça sert soit à faire un sondage ou encore à vérifier si un élève a bien lu quelque chose. Alors là, je veux qu'un élève ici, tu vois, la question, là, je ne la vois pas au complet parce que je n'ai pas cliqué sur afficher la question. Alors, comme élève, quand on dit qu'il faut afficher la question, c'est que l'élève ne pourra même pas répondre parce qu'il ne peut pas lire la question. Alors, si on va faire afficher, là, je vois mon titre au complet, tadam, et je sais ce que j'ai à faire. L'extrait de texte ci-joint fait partie de quel sous-genre de récit de vie? J'imagine qu'il va falloir que je clique dessus pour voir le texte, pour déterminer quel est le type de récit de vie. Alors, je lis le petit texte, parfait, je reviens. Et j'ai ici les réponses. Et là, bon, j'avais déjà répondu sur celui-là, mais vous comprendrez que l'élève peut aller entrer sa réponse et peut voir aussi combien d'autres élèves par la suite, évidemment, au début, il ne le verra pas, mais il peut voir par la suite combien d'élèves aussi ont répondu la même réponse que lui. Je pourrais ajouter des commentaires aussi. Donc, ça, c'est un type question. Donc, c'est seulement pour soit sonder nos élèves ou, par exemple, ajouter une petite question de compréhension à un texte. Ce que je veux vous montrer davantage ici, c'est, on va refermer ça ici, alors je descends. Ça ici, ce sont des notes de cours, donc on peut joindre évidemment juste de la documentation hein, en termes de lecture. Et également, en écriture, c'est le journal d'un objet inanimé. Là, excusez, derrière moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'imprimer. C'est des choses qui arrivent. Alors, ce travail-là, c'est le classique que je veux vraiment, qui va être très, très, très aidant pour, surtout si vous travaillez en français, en univers social, en sciences, en mathématiques même aussi, mais c'est qu'on a un devoir ici qui est à l'élève et dans lequel on lui dit, ici, tu as un extrait d'un journal intime, tu dois te mettre à la place d'objet de ton choix. Pour t'aider, fais une tempête d'idées en répondant à ces questions. À quoi sert cet objet? Qui l'utilise? Quand l'utilise-t-on? Si cet objet avait des émotions, comment pourrait-il se sentir et pourquoi? Donc, il faut se mettre à la place d'un objet qui rédige son journal intime. C'est un texte qu'on me demande et l'enseignante, elle a fait ce que Mélissa a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a joint une pièce jointe de Google Drive, qui est un Google document, et automatiquement, moi, je vois en tant qu'élève mon nom qui est juste devant, puis je peux cliquer pour le remplir. Donc, au lieu de créer moi-même mon Google Doc, bien, j'utilise un modèle de base que mon enseignante a créé. Journal d'un objet inanimé, parfait. Donc, je vais venir ici dans le texte et là, je vois que mon nom s'est affiché automatiquement en haut à gauche. Donc, je n'ai pas à réécrire quoi que ce soit. Et là, je vais dire je suis une fleur et là, je vais expliquer plein de choses. Et on m'a demandé de joindre une image. Donc, je vais aller dans l'insertion d'image directement sur le web. C'est super facile. Et là, je vais aller rechercher une fleur. Puis, je vais en choisir une, c'est celle-là. Je clique dessus et je clique sur insérer. Donc, comme élève, quand je veux joindre une pièce jointe, ah, c'est trop gros, parfait, je clique dessus et je la rapetisse. Donc, je suis une fleur, excellent. Lorsque j'ai terminé, j'ai le bouton en haut à droite, remettre. Alors, je vais cliquer sur le bouton remettre. Et ça, c'est très, très aidant. On n'a pas besoin de partager notre travail, on clique juste sur remettre. Ça me dit que ça va être remis. Est-ce que je veux rendre le devoir? Oui, je dois cliquer ensuite sur rendre le devoir. Sinon, le statut de mon devoir n'est pas tout à fait remis. Là, je vois en tant qu'élève que mon devoir est bien remis. Ceci dit, je pourrais toujours annuler la remise pour
revenir en arrière. Mais lorsque mon travail est remis puis que mon enseignant l'a noté, admettons, si je clique dessus pour le modifier, je ne peux pas le modifier de nouveau parce qu'il a été remis. Donc, vous allez voir que si je rentre de nouveau dans le document, non, pardon, je peux encore le modifier parce que le prof ne l'a pas noté. Donc, automatiquement, ça le modifie quand je le rouvre. Quand je le rouvre, donc je pourrais annuler la remise, ça indiquerait juste à mon enseignante que je ne suis pas prête à ce qu'elle le corrige, mais je peux toujours travailler dedans tant qu'il n'a pas été noté. Maintenant, mon enseignante, elle, va venir, et là, ça devient super pertinent, super facile pour les enseignants de corriger justement ces travaux-là qui sont remis. L'enseignante va se rendre dans le travail d'écriture, va cliquer dessus, et elle va faire aussi afficher le devoir, évidemment. Et c'est là où, des fois, on est déstabilisé. Hein, quand on voit cette vue-là, on se dit, ben là, je ne vois pas les instructions. Elles sont juste en haut à gauche en passant les instructions là, pour voir ce que l'élève a vu vraiment. Puis, vous avez l'onglet juste à droite, devoir des élèves pour les visualiser. Vous voyez ici chacun des élèves avec son texte juste en dessous. Et l'aperçu qui est là, on ne voit pas super bien, mais on voit vraiment le nombre de lignes, ce que l'élève a écrit, s'il a joint des images, tout ça, on devrait les voir aussi. Donc là, mon élève ici, je vois qu'il y en a un qui a été remis, puis il n'est pas noté. Donc, je vais cliquer sur le devoir de l'élève. Il s'ouvre juste ici. Et je peux voir maintenant tout ce que l'élève a créé dans son travail. C'est en train de charger. Et à droite, vous voyez dans l'interface qu'il y a un endroit pour noter l'élève, donc ajouter la note. Il y a un endroit pour entrer un commentaire privé qui est général au travail aussi. Puis il y a plusieurs façons d'effectuer de la rétroaction dans un document comme ça. On a d'ailleurs une capsule spécifiquement sur la rétroaction dans notre parcours de Google Classroom que je vous invite à aller écouter, qui est très bien rédigé. Et par exemple, si je voulais dire à mon élève, je ne sais pas moi ici, ben vous voyez, le « je », il n'est pas en majuscule. Quand je le sélectionne, il y a un onglet qui apparaît juste ici qui s'appelle « Ajouter un commentaire ». Donc, je le refais. Alors, si je sélectionne le « je », j'ai un petit plus et je pourrais commenter seulement ce mot-là en disant, par exemple, « Oups, attention à tes majuscules ». Bon. Et là, il y a Mélissa qui va me chicaner si je ne mets pas mon « oups » et mon « attention » comme il faut. Parfait. Et je vais commenter. Une fois que c'est commenté, bien, mon élève va avoir accès à tous ces commentaires-là et va pouvoir y répondre également. Donc ça, c'est une des façons de donner de la rétroaction, mais il y en a aussi plusieurs autres, dont la rétroaction vocale. Je peux également aller mettre une note à mon élève et puis ajouter mon commentaire privé. Là, si je veux basculer à l'élève suivant, parce que là, vous voyez que je n'ai pas cliqué sur le bouton bleu « Rendre la note » ou le travail, parce que je me dis, moi, en tant que prof, je ne veux pas rendre les notes à chaque fois ou les travaux. Je vais basculer d'un élève à l'autre pour aller corriger chacun de mes élèves. Alors, j'ai cliqué ici, je suis rendue sur le travail de Marilyn. Mais je vois que Marilyn n'a rien fait. C'est bien de valeur, elle va avoir un beau 0. Et je vais basculer comme ça d'un élève à l'autre. Et puis, quand je suis prête, quand j'ai fait le tour des travaux de chacun de mes élèves, je vais pouvoir ensuite cliquer sur le bouton « Rendre ». Là, ici, je n'ai pas le bouton « Rendre » parce que, dans le fond, cet élève-là ne l'a pas rendu son travail. Alors, si l'élève n'a pas rendu son travail, c'est sûr que je ne vais pas aller lui attribuer une note s'il a le temps encore de le faire, là, évidemment. Puis, on peut voir aussi le statut du travail, c'est écrit « non rendu » ou « remis », tu sais, quand c'est remis. Donc, on peut très bien voir le statut des travaux des élèves. Alors ici, Léa, voilà, elle a 90 sur 100. Donc, si je vais juste rafraîchir ma page pour voir la page de l'élève. Donc, mon statut est remis. Parfait. Si je rends la note, l'élève recevra une notification et pourra consulter les notes que vous avez attribuées. Donc, l'élève va recevoir aussi un courriel qui lui dit sa note. Donc, je clique « Rendre ». Et puis, elle va le voir aussi dans son Classroom. Donc, chaque fois, moi, comme enseignant, que je publie un travail, comme Mélissa l'a dit, ou que je rends une note, l'élève en est avisé. L'élève en est avisé à la fois... Oups! Pourquoi on me demande de rendre le travail? C'est bizarre, parce que j'avais déjà rendu. Donc, je vois ma note ici comme élève. Et puis, j'ai une notification par courriel aussi. Donc, par courriel, voyez-vous, dans Classroom, directement, j'ai
un courriel qui est rentré. Là, ça fait beaucoup de dio, hein, mais c'est en train de rentrer. Donc, journal d'un objet inanimé, je vois ma note et je pourrais ouvrir mon document. Très, très aidant pour les élèves. Donc, c'était en gros l'interface de l'élève que je voulais vous présenter. Je reviens ici dans ma présentation Classroom. Alors, l'interface de l'élève, ça ressemble un peu à ça. Je vais maintenant rapidement vous montrer l'archivage d'un cours et gérer la fin de l'année. Donc, l'archivage d'un cours, c'est vraiment en fin d'année. Quand vous avez terminé, là, vous dites OK, qu'est-ce que je fais avec mon cours? C'est sûr que je peux le réutiliser pour l'année prochaine, mais on ne veut pas nécessairement que les élèves y soient inclus. Ça se peut que vous n'ayez pas à le réutiliser non plus. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'archiver vraiment votre cours, puis par la suite de démarrer un nouveau cours et d'aller chercher des choses dedans. Mélissa, là, j'aurais besoin de toi parce que j'ai une question dans ma tête. C'est bien qu'elle soit dans ta tête. Oui? C'est un beau début, hein? Oui. Mélissa, si je veux réutiliser le même cours, mais juste supprimer les élèves, est-ce que je devrais dupliquer mon cours à ce Attends, moment-là? pose ta question. Tu veux réutiliser ton cours? Oui, admettons que je redémarre l'année prochaine, là. Est-ce que si je fais juste supprimer mes élèves puis que je veux réutiliser le même cours, est-ce que je peux faire ça plutôt que l'archiver? Parce que Avec d'autres. l'archiver, c'est quand j'en ai plus besoin, là. Mais mettons que je veux réutiliser le même cours pour l'année d'après. Non. Ben, Je vais faire parce une que copie de mon cours? tu vas faire une copie de ton cours, mais l'autre, tu vas l'archiver pareil, là. Oui, oui, oui. Parfait. Non, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. La meilleure méthode, en fait, c'est d'aller faire une copie de mon cours Mais tu par ne la voudras suite. pas faire une copie de ton cours à la fin de l'année. Ah non, hein? Pourquoi? Ben non, ben parce que ça copie tout le cumulatif de travaux, de publications va se copier dans ton cours. Ah non, À c'est la vrai, fin tu de veux pas l'année, tu montrer repars tout, du tout, tout. début, là. T'as Fait que raison. on fait Merci. réutiliser le post à partir du cours archivé parce qu'on veut ajouter des choses au fur et à mesure au moment opportun. Tellement, parce que pour votre information, c'est pas possible ben en fait, oui, vous pouvez créer des posts, de la documentation, puis la mettre en brouillon, mais si vous réutilisez le même cours, ben vos trucs ne seront pas en brouillon, là, ils vont être comme déjà publiés, puis c'est pas ça qu'on souhaite. Donc, le cours à la fin de l'année, ici, quand j'ai terminé, là, vous avez le choix. Si vous voulez que vos élèves aient encore accès, si vous ne faites rien, si vous ne les désinscrivez pas avant d'archiver, vos élèves vont avoir encore accès dans leurs propres archives aussi à votre cours. Ça peut être intéressant parce que dans votre cours, peut-être que vous avez mis de la documentation, des trucs que vous souhaitez que les élèves aient toujours accès l'année prochaine, en lecture seulement, bien sûr. Ils ne peuvent plus le remplir, vous envoyer ça, ils ne peuvent plus avoir d'interaction avec vous là, via ce cours-là, mais ils vont quand même demeurer inscrits si vous archivez votre cours. Également, euh, si on l'archive, on peut toujours changer d'idée par la suite, là, puis le remettre actif. Puis quand vous archivez votre cours, c'est que vous allez quand même pouvoir aller piger dedans les activités, les publications que vous avez faites et les joindre directement à votre nouveau cours, comme Mélissa l'a montré tantôt dans ajouter un post, dans réutiliser un post, pardon. Donc là, mon cours il est terminé, je vais l'archiver. En passant, si vous voulez le supprimer complètement, il faut d'abord qu'il soit archivé. Vous n'avez pas l'option de le supprimer. Je pourrais aussi le copier, soit dit en passant. Donc, je vais archiver mon cours de français, ce qui veut dire que je ne peux plus y apporter de modifications. Et là, mon cours n'apparaît plus dans mes cours principaux de Classroom. Il va apparaître dans l'onglet Les trois petites lignes en bas complètement, dans une section qui s'appelle Cours archivés. Qu'est-ce que ça fait, cours archivés? Ce sont tous mes cours dont je ne me sers plus, qui sont grisés, mais en fait, qui ont des petites lignes. Et si je clique sur ces cours-là, j'ai quand même accès à toutes les publications que j'ai faites. Donc, on voit que ce sont quand même toutes les mêmes publications que j'ai faites, mais je ne pourrais plus les modifier. Donc, vous voyez, quand je clique sur le bouton, je ne peux plus modifier quoi que ce soit. Je peux juste entrer sur une publication. Je peux aller afficher le devoir, je peux aller la voir, bon, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Si je reviens, excusez, j'ai ma barre en haut qui m'empêche de revenir rapidement. Donc, si je reviens à mon cours qui est archivé, alors, voilà, mon cours est archivé. Puis, si jamais je change d'idée, ben, je peux encore cliquer sur mes trois petites lignes, puis là, dire, ah, finalement, je veux le restaurer. Donc, ça va me permettre de le restaurer. Et pour le supprimer complètement, il faut que ce soit moi qui l'ai créé, ce cours-là. Ici, c'est un cours que Mélissa a créé, puis moi, je suis une deuxième enseignante qui est dans ce cours-là, fait que je ne peux pas le supprimer. Par contre, si c'est un cours que moi-même j'ai créé,
et que je clique sur les trois petits points, là, je peux le supprimer complètement, puisqu'il m'appartient. Une fois que le cours est archivé, comme je vous disais, les élèves vont pouvoir le retrouver également dans leur section cours archivé. Alors, mon élève qui retourne sur son Classroom ici, en bas complètement, l'élève a aussi une section cours archivé et l'élève va quand même pouvoir entrer dans le cours de français, comme vous pouvez voir, et aller consulter les travaux devoirs. Ça, c'était pour le cours archivé. Je vais quand même le restaurer parce qu'on en a besoin. Vous allez voir, c'est drôlement rapide quand même. Alors là, il n'apparaît plus dans mes cours archivés. Si je retourne dans ma section cours, des cours actifs évidemment, je vais le retrouver. Alors, il est de nouveau actif avec mes élèves. Ça, c'était pour les cours archivés. Donc, on peut aller toujours y piger des ressources. Tu l'as montré, ça, Mélissa. Est-ce que tu as montré réutiliser un post qui provient d'un cours archivé? Ben, j'en ai parlé, mais c'est la même chose. Ça change. Il n'y a aucune chose différente qui apparaît dans la liste. J'ai montré que c'était écrit archivé. Fait qu'on n'a Parfait. pas besoin de le remontrer. Génial. Puis vous pouvez quand même, si vous prenez un post qui provient d'un archivé, d'un cours archivé, vous pouvez quand même modifier une fois qu'il est dans votre cours actuel, avant de le publier, vous pouvez modifier l'ancienne publication. Donc, vous pourriez changer des dates qui sont dedans, des activités, des liens, etc. Il n'y a pas de problème. Inscrire ses élèves en lot, ben ça, en fait, j'en parlerai pas tant parce que, pardon, je vais quand même en parler un peu. C'est pour éviter d'envoyer un code aux élèves parce que lorsque vous êtes dans votre classroom, pardon, ici dans votre cours, par exemple, de français, ben sur votre page d'accueil, pour inviter des élèves, on sait qu'on a la possibilité, oups, je ne sais pas pourquoi il veut comme pas, je vais revenir, je vais l'ouvrir. Ah ben oui, il est là. On sait qu'on a la possibilité de demander à nos élèves de s'inscrire eux-mêmes au cours en leur donnant un code. Donc, le code il est ici pour ce cours-là, puis on leur demande d'accéder à Classroom, puis de cliquer sur «Rejoindre un cours», puis là, on donne un code. Sauf qu'en faisant ça, ben, il y a plein d'élèves qui ne vont pas entrer le code pour diverses raisons. Il y a également l'option d'inscrire nos élèves manuellement un à la fois dans l'onglet «Personnes» avec le petit plus ici, puis d'aller inscrire comme ça les noms et les adresses courriels un à la fois. Sauf que c'est pas super parce que, notamment au secondaire, on en a beaucoup trop d'élèves, on veut pas faire ça. Au primaire, à la limite, ça passe, mais encore là, j'utiliserais davantage notre option d'inscrire ses élèves en lot, qui est en fait d'aller simplement générer une liste dans GPI et puis la liste de courriels de vos élèves dans GPI, vous la copiez tout simplement, vous sélectionnez le contenu, vous le copiez, puis quand vous allez retourner dans Classroom, toujours dans l'onglet Personnes, puis que vous allez cliquer sur les personnes ici, votre liste d'élèves qui est copiée, bien, vous la collez au complet ici. Là, admettons, c'est cet élève-là, mais quand vous allez coller la liste, il va avoir à peu près votre trentaine de listes de courriels. Ça va tout apparaître une ligne, une grande ligne, en fait. Puis là, ça va ici, vous allez pouvoir cliquer pour ajouter tous ces noms-là et ils vont s'ajouter toutes d'une traite. Vous allez pouvoir inviter donc vos 30-40 élèves en une seule opération. La petite vidéo, elle est incluse ici, mais elle est aussi dans notre parcours Inscrire ses élèves en lot. Je ne la ferai pas, il faut aller dans GPI, il faut générer une liste d'élèves. Et puis, dans ma vidéo, là, vous voyez, il n'y a pas de. Il y a pas de trop de complications, là, ça se fait généralement bien. Il faut juste vérifier que nos pop-ups soient activés pour générer des listes. Encore là, j'en parle dans la vidéo, ça dure 2-3 minutes. C'est pour inscrire vos élèves. C'était pour l'inscription. L'archivage de cours maintenant, pardon, l'archivage de cours, qu'est-ce que ça fait là? Je vais juste aller ici. Donc, c'est juste pour vous montrer où se retrouvaient les cours archivés. Je vais juste changer cette diapo-là pour l'amener au bon endroit. Parfait. Ensuite de ça, l'application Classroom, ici, j'en parle. Simplement vous dire qu'il y a quelque chose d'important à connaître, là, c'est que votre appareil doit disposer d'un code à l'ouverture pour que Google fonctionne. Donc, si vous installez les applications Classroom, Google Drive, Google Doc, etc., puis que votre appareil ici, lorsque vous ouvrez votre appareil, si votre enfant est capable d'ouvrir votre appareil tout seul puis d'y aller, vous n'avez pas de code à l'ouverture. Donc, Google Classroom ne fonctionnera pas.
puis Drive, tout ce qui est Google non plus, c'est que Google met un niveau de sécurité supplémentaire pour éviter que n'importe qui entre dans vos données, en fait, là, donc soit dans vos documents Google ou dans votre Classroom. Fait que Google, lui, décide, ça te prend un code sur ton appareil pour que je fonctionne. Alors, vous devez soit mettre un code de reconnaissance faciale, par exemple, si votre appareil le permet, l'empreinte ou encore un code alphanumérique là, qui va permettre de déverrouiller votre appareil. Et là, pour les élèves aussi, les élèves, souvent, là, ils mettent pas de code d'appareil, pas de code d'ouverture. Ils arrivent dans le classroom, ils disent « Madame, ça fonctionne pas. Est-ce que tu as mis un code d'ouverture de ton appareil? Sinon, oui, ça fonctionnera pas. » C'est l'erreur classique. Fait que quand ça fonctionne pas, Classroom, c'est soit parce qu'il n'y a pas de code sur l'appareil numérique, s'il utilise un appareil numérique, ou encore parce que des fois, l'élève n'est pas connecté au bon compte. Tu sais, souvent, les élèves, ils se sont déjà créé un compte Gmail personnel, puis s'ils n'ont pas changé de compte, bien, ça ne fonctionnera pas. Alors, changer de compte, c'est très simple. Je vous ai montré tantôt dans le tutoriel, dans la section là, Classroom pour les élèves, les procédures sont là pour changer de compte. C'est dans notre parcours d'auto-formation pour élèves là, de 17 minutes. Voilà qui conclut pour l'application. C'est maintenant le moment donc des questions.